Alors aujourd'hui, j'ai la chance, le grand plaisir, d'interviewer, Eugenia Vano. J'essaye de tu vois, tu as vu, j'essaie de le dire Très avec bien, l'accent. Fano. Mmh. Voilà, qui est une traductrice de l'italien vers le français. Alors elle nous expliquera après, il y a des subtilités, des précisions, des ajouts. Et donc je suis ravie d'avoir cet entretien, cette conversation entre traductrices. Moi, il y a des tas de choses, des tas de curiosités, que j'ai sur des points généraux, des conceptions générales de ce que c'est que la traduction, la position du traducteur, et cetera. Et puis après, j'ai des questions qui sont purement techniques. Qu'est-ce que tu fais dans tel cas de figure? Est-ce que tu mets une note de bas de page, et cetera, et cetera? Et donc tu seras parmi mes cobayes sur lesquels je je teste les différentes interrogations que je peux avoir, relatives à notre métier. Alors avant de te faire parler de traduction, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant d'en venir à la traduction? Puisque je suppose que tu n'as pas fait toujours de la traduction? Non. Donc, je suis née à Bruxelles. J'ai vécu quelques années, en Sicile, donc de mes 3 à mes 6 ans. C'est un détail, mais après ça on reviendra là-dessus et donc j'ai fait, des études, d'infirmière, une année. Voilà, je ne me voyais pas dans ce métier, toute une vie et comme j'adorais lire, et j'adorais la littérature, enfin j'adore toujours la littérature, j'ai fait, des études de philologie romane et ensuite une année d'agrégation pour être enseignante. Et pendant, des années, donc pendant 10 ans, je suis enseignante toujours, hein, à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles et j'avais envie enfin, j'ai toujours adoré la traduction et la traduction m'est venue un jour parce que j'écrivais une pièce de théâtre pour un festival féministe et j'avais besoin de poèmes, écrits par Sapienza Goliarda qui n'existait pas encore en français et là, quand j'ai vu l'effet que la traduction faisait, sur moi, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire» et bien des années plus tard, j'ai vraiment pris au sérieux cette question de la traduction et j'ai fait enfin j'ai fait, l'ETL, l'École de traduction littéraire, de Paris, dirigée, par, Olivier Manoni. Ah beh, raconte-nous alors, qu'est-ce qu'on fait dans une école de traduction? Comment on travaille? Alors, dans cette école en tout cas, parce que j'ai fait quelques modules en Belgique, au centre, de traduction littéraire, c'était par correspondance et j'avais été un peu déçue par cette formation parce que je n'aime pas, les cours par correspondance, ça ne me sied pas et alors les cours, donc à l'ETL, comment ça fonctionnait? Eh bien, on avait des ateliers, donc disons de traduction pure, donc on travaillait sur un texte, même si on ne partageait pas la même langue, il y avait une traduction littérale et on parlait, de certaines difficultés et puis il y avait des ateliers, plutôt pratiques sur, par exemple, le monde, éditorial. Donc on avait des éditeurs qui venaient ou bien comment un traducteur doit, donc entre guillemets, «se faire voir». Quelles sont les techniques pour qu'il puisse, en tout cas, se faire remarquer, dans cette grande machinerie, qu'est, le monde éditorial. En tout cas, un monde assez difficile pour ceux qui débutent, en fait. Oui, ça c'est vraiment important, cette formation parallèle de, connaître le milieu, parce que souvent les traducteurs, ils ont l'impression qu'il s'agit juste de faire une traduction, puis après elle trouvera son chemin vers l'éditeur toute seule. Non. Or, non, c'est pas si simple, ouais. Ça tu pourras en parler, après enfin, c'est des questions que je vais te poser sur les relations avec les Mais éditeurs. je serai très précise, hein, Caroline, sur la question sociologique aussi, du monde éditorial parce que, hem, disons que pour l'amour enfin, on imagine que ceux qui aiment la littérature, ils s'imaginent que c'est un lieu désintéressé, mais c'est un lieu très intéressé et c'est un lieu qui a des lois sociologiques très, très précises, en tout cas. Ah oui, non mais absolument, c'est sûr. Bon, alors avant d'aller vers, ce que j'appellerais, alors on ne sait pas si c'est l'éditeur, si c'est le début de la chaîne parce que c'est lui qui choisit le livre, ou la fin de la chaîne parce que c'est lui qui s'occupe de quand tu rends la traduction, parce que parfois c'est lui qui te propose le texte ou alors c'est toi qui proposes le texte et lui, il se «contente» entre guillemets de l'éditer. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'aimerais bien que tu nous dises, que tu nous parles des 2 langues que tu travailles. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, moi, je vois entre le français et l'espagnol, c'est comme l'italien, c'est des langues romanes, espagnolo facilo. Les gens ont l'impression, tu vois, que finalement, c'est des langues très proches
et que le versement de l'une vers l'autre se fait facilement. Donc, entre l'italien et par exemple, tu vois, une particularité de l'espagnol, c'est que c'est très synthétique. Tu vois, c'est vraiment une langue qui ramasse, qui concentre. Et moi, je vois que quand on traduit en français, il y a le phénomène de la chasse. Tu rajoutes, disons que si tu traduis un bouquin qui fait 200 pages en espagnol, il en fera bien 220, 230 en français. Donc, est-ce que tu vois est-ce que c'est juste, voilà, de l'italien au français, c'est facile parce que c'est proche, ou est-ce qu'il y a quand même des grosses différences? Bah, en fait, je me rends compte que d'abord, l'italien, je pense qu'elle fonctionne comme la langue espagnole, c'est-à-dire que, on peut beaucoup, enfin, j'imagine parce que je ne lis pas l'espagnol, mais il y a énormément on peut utiliser, comme ça à la chaîne, par exemple, des participes présents en italien, des gérondifs, et forcément en français, et l'esprit d'un lecteur français ne fonctionne pas de la même façon. Donc il faut vraiment tout déplier, utiliser donc des phrases relatives, enfin, les enchâsser, mais en même temps, ça peut devenir très lourd. Et je me rends compte de plus en plus que un lecteur italien, il va lire. Il se rend compte que s'il y a deux participes présents, et puis, disons des gérondistes, ben, ça marche. Mm. En français, ça ne marche pas. Et forcément, ça rallonge, donc c'est le calibrage, hein, qui se rallonge. Oui, Ouais, il y a au moins un tiers en plus. ouais, d'accord. Exactement. Toi aussi, tu as le phénomène de la chasse. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, alors comment tu travailles? Moi, j'aime bien venir avec toi dans ton atelier et te regarder travailler. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais partie de ces traducteurs qui font un gros premier jet brut qui est une espèce de monstre, mais avec l'objectif d'être vraiment dans la littéralité pour ne rien louper, pour ne pas commencer déjà à réécrire. Et puis après, une fois que tu as tout, tu reprends. Ou est-ce que tu fais partie de ces traducteurs, au contraire, qui avancent vraiment pas à pas et qui ne peuvent pas aller à la phrase 2 si la première, elle n'est pas peaufinée et qui, en quelque sorte, à la fin de ce premier jet, ont presque un jet définitif? Alors d'abord, je lis le bouquin, parce qu'il y a des traducteurs qui ne lisent pas le bouquin. Donc je lis le bouquin, je lis le texte, et j'essaye enfin, je repère un peu l'éthique littéraire ou linguistique de l'auteur, et j'essaie de voir aussi quels sont les topos qui reviennent à chaque fois, pour pouvoir les rendre en français. Mm. Ensuite, je prends des outils, hein, des dictionnaires, et je fonctionne chapitre par chapitre. Ah ouais. Donc, si enfin alors, je dis pas que le premier chapitre doit être parfait, mais d'abord le 1er chapitre m'aide à me faire la main, à mettre le pied à l'étrier, parce que, le style, je dois trouver le style, un paradigme stylistique de l'italien vers le français. Heu, voilà, je fonctionne comme ça. Après, bon, forcément, dans le 1er chapitre, ça boite un peu, ça grince, mais quand je me sens assez calme, parce que c'est une question, il faut rester calme. Quand je me dis: «Bon, ça va, ça je peux mettre de côté, je verrai ça plus tard». Je dis pas que c'est une version aboutie du 1er chapitre, mais c'est une version qui, moi, me laisse tranquille, et après je vais au deuxième, et Ok. après je me fais la main. Et après, le deuxième, tu le travailles, tu fais pas comme ce petit laboratoire où tu prends le temps, tu reviens, tu mets en place, machin. Tu avances. J'avance, ouais. Ok. Mais je me rends compte qu'il faut quand même un temps, d'adaptation. J'ai besoin d'un temps d'adaptation, et c'est le 1er chapitre, en général, avec lequel, je me fais, la main. D'accord. Ouais. Tu prends langue avec le texte, en somme. Mmh. Bon, combien est-ce que tu fais de relecture? Alors, est-ce que tu as un chiffre précis où tu te dis, bon, moi, il ne faut pas que je déroge à cette règle pour être sûr d'avoir bien tout débusqué, tout mis en place, donc je fais une dizaine de relectures? Ou est-ce que ça dépend du texte? Ou est-ce que, bon, tu dis, non, moi, j'en fais trois. La première, je contrôle les temps. La deuxième, je m'assure que les dialogues roulent. C'est quoi ton petit système à Ah, toi? comme ça, heu, bah, d'abord, ça dépend, du texte. Donc si c'est du théâtre, il faut que ça claque. Enfin, il faut que l'évocation mentale, faut que ça coule, quoi. Donc mais en général, comme j'aime beaucoup le langage oral, je mets moins de
et puis je fais souvent lire, à des comédiens, le texte et donc je l'entends. Mmh. Pour le théâtre, bah, je trouve que j'ai beaucoup plus facile, heu, 3-4 fois, mais il faut que ça roule. En ce qui concerne le roman, bah, il y a pas j'ai pas un nombre, je lis tout dans son ensemble, les dialogues, la concordance des temps, la fluidité et mais je n'ai pas de chiffres. Mmh. Par exemple, pour le premier chapitre, je peux relire, je sais pas moi, 10 fois et puis ça ira beaucoup mieux après. Mais ce qu'il faudrait, l'idéal, c'est que dans les maisons d'édition, il faudrait qu'il y ait un relecteur. Parce qu'à un moment donné, tu as trop le nez dans le guidon. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Bah, alors Mais il y a pas justement, beaucoup de maisons d'édition qui le font parce que voilà, c'est pour marcher à l'économie. ah oui. Il faut dire que c'est cher les traductions, hein. On fait souvent beaucoup de reproches aux éditeurs, alors à juste titre ou pas, mais il faut bien le dire. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Alors ça ne veut pas dire que le traducteur est très bien payé, ça, je ne sais pas, souvent on est un peu réticent en France à parler d'argent. On pourra en parler. Le traducteur, il n'est pas très, très bien payé, mais il n'en reste pas moins que c'est un gros poste de dépense pour l'éditeur, la traduction. C'est quand même Mais il y un a des grandes maisons d'édition, de très, très grandes, maisons d'édition. Moi, je tairai le nom, mais il y a des grandes maisons d'édition qui fonctionnent très bien, qui vendent des best-sellers et qui pourraient, investir, davantage dans la correction, ouais. c'est-à-dire ne pas payer les relecteurs, heu, au salaire, ou au forfait, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais de vraiment, dire 1 semaine de travail de relecture sérieuse, par langue, on peut débloquer de l'argent. Ouais. C'est ce qu'aux États-Unis, on appelle, l'éditeur, c'est-à-dire celui qui fait le travail avec l'auteur ou le traducteur de reprise du texte, ouais. Bon, moi, je t'avoue qu'avec les services de correction, j'ai pas toujours eu des expériences heureuses avec certaines Mmh. maisons d'édition parce que, eux, ils ont un peu 4, alors je vais caricaturer, hein, je suis désolée. Ils ont un peu des règles en tête et alors c'est le rouleau compresseur, ils oublient qu'il y a quand même, au-delà des règles, il y a l'écriture de l'auteur et les Ouais, des c'est des ça. ques des questions de style, tu vois? Par exemple, sur les temps, tu peux faire des choix pour varier pour quand il y a plusieurs voix qui s'expriment, que teinter les voix et puis après ils t'écrasent tout en mettant tout en même Oui. temps. Bon, donc bon. Alors, revenons à ta carrière. Alors, c'est vrai, j'aurais dû te dire au début, parce que là, tu as parlé de théâtre, tu as parlé de roman. Qu'est-ce que tu traduis, en fait? Bah, j'ai pas une grande, grande, bibliographie, mais j'ai commencé, par le théâtre, donc par une pièce, qui s'appelle Mai 43 et et c'est une pièce, dont la langue, est hybride et enfin, l'écrivain a mêlé l'italien, hein, standard et la langue sicilienne, puisque la pièce se passe en Sicile. Mais après ça, on m'a demandé souvent de traduire des pièces sans qu'elles soient, publiées voilà, on m'a demandé ça j'adore faire et une des pièces, sur lesquelles je me suis vraiment amusée, c'était donc, une pièce qui s'appelle, Médée, à la rue et c'est une pièce donc qui a été écrite, donc en italien et en roumain et parce que la prostituée, Médée, venait de Roumanie et il y a énormément de prostituées, donc en Italie, sur les bords de route et il a fallu donc c'était vraiment un enjeu assez intéressant au niveau linguistique, c'est qu'il fallait que je remette les fautes, entre guillemets, «les erreurs syntaxiques», des Roumains qui parlaient donc en français. Donc j'ai été dans plusieurs bars, hein, à Bruxelles, autour de chez moi, il y a plusieurs bars où il y a, des Roumaines qui travaillent et donc je tendais l'oreille pour, Mmh. essayer de comprendre à quel moment, elles faisaient des erreurs. Ah, c'est Voilà, génial ça. Ça, c'est les trucs d'imprégnation, j'adore ça quand on mène sa petite enquête, ouais, ouais. ouais. Et alors attends, tu as dit Oui, attends plusieurs et ch alors il y a aussi un roman, enfin voilà, il y a un roman qui va sortir chez Métayer et là dernièrement, il y a eu un roman, une chronique, qui date de 1698 et et là, il y a des fragments de chronique, qui datent donc de cette époque-là, où il y avait donc, un italien mêlé à de l'ancien sicilien.
voilà, c'est toujours le travail de la langue, du réaménagement de la langue française, mais pour faire révéler donc cette particularité-là du texte de base. Ouais, alors justement, ça, c'est une question que j'allais te poser. Il en est souvent question quand on discute avec Christophe Milewski, l'histoire alors je sais pas des dialectes, c'est quoi le bon Alors, mot? dialecte, bon, enfin, moi je n'aime pas trop le mot dialecte parce que Voilà. le mot dialecte, c'est déjà, une hiérarchisation, de langage et donc de personnes. Donc le Mmh, fait de dire: «Cette personne ne parle que le dialecte», ça veut dire que cette personne, ça nous évoque le fait que c'est un paysan. mmh. Mais bon, tout est politique et le langage est politique et disons qu'une langue, qui est devenue étatique a écrasé les autres. Alors moi j'aime bien le terme idiome minoré. OK. Alors, Alors l'idiome, bon, c'est ce qui nous permet de communiquer oralement ou à l'écrit, et minorer, le terme minoré m'intéresse énormément parce que, ça vient expliquer qu'il y a eu, des processus de diminution de cette langue. Alors comment on peut diminuer une langue? D'abord au niveau de l'appareil étatique, ben, on va l'interdire et puis, on va, créer aussi, un système d'humiliation des locuteurs, et cetera, et cetera. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme minoré. Très bien. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Parce qu'après, nous, quand on lit le texte en français, tout doit être en français. Donc, comment est-ce que tu fais pour faire comprendre au lecteur qu'à l'intérieur du texte en italien, il y avait, des idiomes minorés? OK. Alors, partons, donc de la base. Donc quand on a un texte écrit que en sicilien ou que en napolitain, je vais le traduire en français. Ça, voilà, on va pas, commencer à faire baragouiner, le texte. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc quand c'est du théâtre, on va pas mettre des notes en bas de page. Il faut que le texte, claque. Donc, heu il faut que l'acteur ou le comédien puisse le dire le texte et que les gens puissent le comprendre. Donc si, par exemple, et c'était le cas pour Mes 43, si, le personnage principal est un enfant, on a beaucoup plus de liberté, on peut lui faire des fautes ou on peut utiliser une syntaxe, qui se rapproche un peu de celle du sicilien. Ou bien on peut inventer des mots. Par exemple, en sicilien, pour dire menteur, on dit menzognaro. En italien, menteur, on dit bugiardo. Donc ce sont Mmh. 2 mots tout à fait différents. Il y a vraiment un écart, lexical. Et donc je me suis dit: «Mais j'adore ce mot menzognaro parce qu'il revient souvent dans le texte et ce serait dommage de l'aplanir ou de le lisser». Donc je vais prendre, hem, donc le mot menteur et je vais mettre un un suffixe mensongeur. Donc il y a voilà, camoufler, je vais dire camouffer, parce qu'en sicilien, c'est camuffare. Mais ça, ce Mmh. sont des mots que j'essaye de créer, tout en ne mettant pas en péril, donc La quelque messages. compréhension, ouais. Alors, c'est une vraie question, hein, de ce que tu viens de dire. Dans ce traitement de la langue minorée, le truc, c'est que du coup, en français, tu en inventes une autre, alors que, en sicilien, ça existe. Enfin, je veux dire, c'est pas une langue inventée. Alors que là, Voilà. tu Là, je vois, parle du théâtre, ah ouais, du théâtre. OK, donc là, du mais quand théâtre, c'est c'est ça, du théâtre, tu fais une petite astuce comme ça pour qu'on voit qu'il y a un décalage. Mais, OK, alors pour le roman, comment tu fais du coup? alors pour le roman, alors quand ce sont des petits mots ponctuels, eh bien, enfin voilà, je mets le mot, en sicilien, Ah oui, virgule, le mot en français. virgule. Alors oui, oui, voilà, ça dépend de l'éditeur, bon dernièrement, il y a une éditrice qui m'a demandé de faire, un lexique à la fin, bon voilà. Ou bien j'essaye un maximum de trouver le mot qui se rapproche le plus, hem, du français, mais parfois il y a des réalités, de la Sicile le mot n'existe pas en français.
simplement. Mmh. Et puis il y a des éditeurs qui aiment bien les notes en bas de page, mais pas trop. Donc il faut vraiment négocier ça avec l'éditeur. Quand on a, par exemple, dans un même roman, plusieurs langues minorées, à ce moment-là, j'essaie de trouver des correspondances en fonction donc des régions. Mais donc là, il y a toute une recherche, géolinguistique, à faire. Ah oui, non, c'est pas simple, hein, ton travail. Moi, à côté, avec mon petit espagnol, Il y a bon, des langues anciennes et donc là, quand ce sont des langues du XVIIe siècle, comme les chroniques dont je te parlais, à ouais. ce moment-là, je reprends tout le dictionnaire du XVIIe siècle de la langue française et voilà. Et voilà, ouais. Et parfois, c'est vrai, on s'arrache les cheveux, on reste pendant 3 mois sur un point. Et alors, je ne sais pas si ça te fait comme moi. Tu es en train de faire quelque chose ou tu écoutes une conversation, mais en réalité, il y a une partie de ton Pareil. cerveau qui continue à chercher le point que tu n'as pas réussi à Ou traduire. bien ce mot surgit dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est vrai, et tu lui dis: «Attends, attends, attends, tais-toi 2 secondes, il faut que je prenne une note». C'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. On a presque envie de dire merci, tu été trop génial. Exactement, exactement. Le traducteur est un être bizarre avec toutes ces obsessions de recherche de mots, de phrases, de construction, de termes. Oui, alors tu as dit tout à l'heure, que j'ai beaucoup traduit pour le théâtre. Parfois, c'était pas publié, et cetera. Et alors, moi, j'ai traduit une pièce de théâtre, mais bon, la traduction, elle est sortie et ça a été joué, mais les comédiens, ils ont dit exactement le texte qu'on avait traduit. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il t'est arrivé de, non pas faire une traduction, mais de faire tu sais, pour les surtitrages. Non. D'accord, tu n'as pas fait ce travail-là où tu dois en fait prendre ta traduction, couper des petits bouts et... Non, Non, par contre, en octobre, je vais commenter, alors imagine, je vais commenter le surtitrage d'un spectacle de Emma Dante, qui est une dramaturge, sicilienne ah, et heu et donc elle ne fait que des spectacles en sicilien et là, je vais parler la langue sicilienne bon, écoute, et le surtitrage. Bon, voilà. c'est pas facile de commenter les surtitrages, mais je suppose que Bah, tu... c'est facile de commenter le travail de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de tes outils, tu as dit, voilà, je prends mes dictionnaires, etc. Bon, alors, c'est quoi tes outils? Quel est l'outil que tu utilises le plus? Alors, je te pose la question parce Le que, CNRTL. voilà, le CNRTL ou le dictionnaire des synonymes? Je clique synonyme ou le Crisco aussi. Ah, le Crisco, bien sûr. Et parce que tu vois, je me rends compte qu'en fait, quand je fais des sondages, quand je dis: «Non, mais réfléchis bien, est-ce que tu utilises plus souvent ton dictionnaire unilingue ou bilingue, peu importe, ou le synonyme?» Et en fait, tu te rends compte que tu passes, enfin, moi, en tout cas, je passe plus de temps dans les synonymes que dans les Pareil, dictionnaires, de langue. pareil, Ouais, pareil. ouais, c'est ça. Alors maintenant, est-ce que, enfin, à part le dictionnaire des synonymes et le dictionnaire, unilingue ou bilingue, est-ce que tu as d'autres outils? Alors j'ai, le dictionnaire Garzanti, c'est un dictionnaire bilingue, italien, français, français-italien, et ça, c'est version bouquin et le fait de l'avoir, sous les yeux, ça me rassure. Ah ouais. Voilà, ça me parce qu'à un moment donné, on part dans tous les sens et surtout quand il y a des phrases qui sont un peu obscures, on ne comprend pas trop, et puis ce mot pourrait dire autre chose, et donc le Garzanti, là, c'est le côté matériel et puis je me dis: «C'est Garzanti qui va trancher». Mmh. Ou bien il y a un très, très bon dictionnaire, le Treccani, et ça, c'est en ligne, ça, c'est juste un dictionnaire, donc normal de l'italien. Il y a tout un OK. historique. Bon. Et alors, il t'arrive de faire des recherches plus ponctuelles? Par exemple, tu traduis, d'un seul coup, on te parle d'une petite vis d'hélicoptère, de je sais pas quoi, et là, tu as besoin tu vas en bibliothèque, tu vas sur Non, les je vais forums d'abord de... sur Google Images d'abord pour voir l'image parce que parfois on ne sait pas. Là, j'ai fait toute une recherche sur, le drapeau de l'Inquisition en Sicile. Donc parce qu'on parlait de l'épée, du rameau de l'olivier. Je me dis: «Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Donc je regarde et le fait de voir l'image, ça me borde et ça va beaucoup plus vite. C'est Je vrai trouve que, oui, ouais, Google Images, ça nous a beaucoup aidé, et de même, Google Maps, parce que parfois,
on te décrit des situations dans des villes au milieu de nulle part, tu te dis, mais je ne comprends pas, on est où là? Une Oui, avenue, une rue, il y a une statue, je ne comprends rien. Et c'est vrai que oui, quand oui. on visualise, ça aide grandement. Bon, alors parle-nous maintenant de, est-ce que tu as eu, forcément avec ton théâtre, probablement, des contacts avec les auteurs et est-ce que tu les conseilles, est-ce que tu les conseilles pas quand on travaille sur la traduction de leurs textes? Non, je conseille personne. Non, je conseille pas, enfin, conseiller un comédien, tu veux dire? Non, 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 pas du tout. C'est, par exemple, tu as une difficulté de traduction ou alors on te confie un texte, une Ah traduction. oui? Oui, L'auteur est vivant. Est-ce que tu te mets en contact avec lui pour dire, oui. voilà, bonjour, je vais traduire votre texte, je voulais juste me présenter. Voilà. Non, je fais pas ça je ne le contacte, que si, j'ai une difficulté. Voilà. Alors, est-ce que tu le conseilles en cas de difficulté? Toi, tu as l'air de dire oui. Ou est-ce que tu t'inquiètes qu'ils se disent, ah, mais est-ce qu'elle est vraiment compétente si elle a Ah, besoin ça j'ai d'une aide? déjà eu, hein. On m'a déjà, il y a déjà un auteur, qui m'a demandé de lui envoyer, 1er chapitre pour voir si j'étais capable. Mais c'était pas comme ça qu'il l'avait formulé. Il a dit: «Oh, je suis tellement content, mais je serais vraiment curieux de voir comment ça donne en français». Et donc je lui ai envoyé le 1er chapitre parce que voilà, je n'osais pas dire non, mais il a été content, il a été content. Voilà. Mais enfin, ça t'a agacé, ça t'a inquiété? Bah, je me suis sentie mise à l'épreuve. Oui, c'est ça. Mmh. Bon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais des références culturelles? Tu sais, Comment les, ça? tu sais, les fameuses références culturelles, par exemple, je suis en train de manger un je ne sais pas quoi, le plat typique de je Ouais, ne sais pas quelle région de la Sicile. ouais. Tu fais un équivalent français, tu mets une note de bas de page ou tu fais Ça ce que tu as. dépend toujours ça dépend toujours de l'éditeur, soit j'essaie de trouver un équivalent, français, on essaye, ou bien on fait une petite, périphrase, la plus concise, précise, ou bien, si c'est un livre qui parle beaucoup de nourriture, ben, à ce moment-là, bah, soit une petite note en bas de page, c'est ce qui s'est passé pour Métayer. Petite note Mmh. en bas de page à chaque fois parce qu'il y avait énormément de noms de plats avec des plats, assez spécifiques. Bon, et alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer une difficulté insurmontable, un truc que tu ne comprends pas ou quelque chose que tu n'arrives pas à rendre? Heu et quelle solution tu as trouvé, en fait? Vers qui tu t'es tourné? Qu'est-ce que tu as fait? Parfois, moi j'ai des difficultés, avec, heu, disons alors les auteurs la dernière autrice que j'ai traduite, elle avait, l'art de faire des phrases d'un paragraphe quoi, disons de 10 lignes avec des incises, parfois le double point était utilisé de façon assez libre. Bon, à sa décharge, c'était son premier roman, mais elle est poétesse à la base, donc on sentait qu'elle était elle-même, qu'elle avait mis une robe trop serrée pour elle. Et donc moi, bon, parfois je perds un peu la boule au niveau du français. Il y a certains moments où je sais même plus si ça se dit. Donc parce qu'il y a des éditeurs qui veulent absolument qu'on garde, vraiment, la ponctuation, si du texte source, oui, oui, oui. Et donc là, ce que je fais, c'est soit je demande, à Caroline, mon amie, qui me relie, soit je demande à Christophe, Mileski. Très brièvement, je lui dis: «Est-ce que c'est bon ça?» Alors il me dit: «Oui, non», voilà. Quand c'est de l'ancien, italien aussi, parfois moi c'est plutôt ce qui me crispe le plus, c'est au niveau de ces syntaxes qui sont, trop tortueuses. Mmh. Oui, c'est vrai que ça, c'est difficile, ouais. Voilà. Ouais, tu vois, j'avais une question comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement du mal à traduire? Donc là, tu l'as dit, les syntaxes tortueuses, et cetera. Mais sinon, pour des zones de texte, par exemple, est-ce que les dialogues te posent problème? Pas du tout. Alors là, c'est là où moi je me sens, heu, vraiment, beaucoup plus, tranquille. Parce que Mmh. comme j'aime bien les répliques très vives, je pense que j'ai cet exercice-là déjà à la base.
Après, Euh, est-ce qu'il y a des registres de langue? Tu vois, ah ça ben, non, non, parce que je suis. Alors, ça, je voulais le dire, je ne l'ai jamais dit. Voilà, c'est chouette qu'on en parle. Comme je suis une très bonne imitatrice et je sais imiter toutes les classes sociales, je rentre très vite dans le ton. Et je pense que si on est bon imitateur, au niveau des accents, au niveau des mimiques, voilà, c'est tout le paquet. Je pense que si on a cette faculté-là, au niveau des dialogues, on peut se débrouiller très bien au niveau des différents registres. alors justement, est-ce qu'il t'arrive, alors si ce n'est la totalité du livre, est-ce que tu en lis des passages à voix haute parfois pour te dire, non mais il faut d'abord que, avant d'être sûr que ça marche, il faut que je l'écoute, ma trad. Est-ce que Je tu te la... m'enregistre. Ah, tu t'enregistres? Alors, je prends mon téléphone, je appuie sur en recording, euh, je lis. Alors, alors c'est bizarre, le fait de lire à voix haute comme ça, moi en tout cas, bah, je dis oui, c'est bien, ça passe, mais il y a toujours un doute parce que la lecture n'est pas adressée. Alors, moi, je vais adresser ma lecture à une machine et puis je m'écoute. Et j'aime pas du Ah, tout ma voix, mais je m'écoute. Et là, je ah me dis: ouais. «Ah non, là ça coince» et même le fait de le lire à l'enregistreur, on voit où ça où ça coince. Alors, Donc moi, j'aime bien l'adresser. mais c'est les petits bouts qui te posent problème ou c'est la totalité du bouquin que tu traduis, que tu Non, non, t'enregistres? non, non, juste les bouts où je sens que ça coince. Ah oui, d'accord. Ah, c'est une bonne idée, ça. Moi, en général, je demande à quelqu'un d'autre de me lire le passage. Et parce que Ouais. comme effectivement, c'est désagréable d'entendre sa voix, parfois c'est difficile de faire la part des choses entre que ma voix m'énerve et la phrase passe pas. Mais oui, oui, ça peut être pratique. Et alors, de même, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement traduire? Alors, je dirais pas que j'aime particulièrement traduire, j'ai besoin d'un terreau culturel commun. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus facile de traduire un livre qui a un lien avec la Sicile, Hmm. mais pas tout le temps, mais qui est les personnages ou que le décor soit, qu'il y ait une ambiance sicilienne. Parce que comme je connais très bien culturellement, donc c'est comme si je rentrais à la maison. Je sais très bien où se trouvent les objets. Je comprends très bien. Ça te fait plaisir. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Et c'est une façon pour moi de retourner en Sicile à travers la littérature et à travers le fait de rendre quelque chose de la Sicile. Transmettre aussi, peut-être. Mmh. Ouais. Alors, parle-moi un peu des relations que tu as eues que tu as avec les éditeurs. Alors, tu n'as pas nécessairement une grande marge de manœuvre pour m'en parler, mais alors, d'abord, les gens pour qui tu travailles te donnent quel délai en général pour traduire? Hem, alors, écoute, là, j'ai traduit un roman pour Métayer, en 6 mois et je calcule en fonction aussi de mon temps de travail puisque je suis enseignante et je négocie à chaque fois la date. Hem, voilà, quand c'est un texte facile, enfin, en tout cas avec Métayer, je peux négocier très facilement 6 7 mois. Et puis, il y a eu, un texte qui était très, très difficile à traduire parce que le style était vraiment alambiqué et donc c'était vraiment un travail de dentelière qu'il fallait faire et là l'éditrice, elle était vraiment, elle était tout à fait consciente de l'âpreté du texte et là mais je respecte toujours mes délais, hein. Quand je dis, c'est pour cette date, je pourrais le remettre à cette date-là sûre, heu, on me on me fait confiance et je Ouais. négocie le délai. De toute façon, dans ce milieu, il vaut mieux respecter les délais parce que sinon, ta Ouais, réputation est vite faite. voilà. OK. Bon, et une expérience, particulièrement désagréable à raconter avec, un éditeur? Tu as pas besoin de donner de nom? Non, non, non. Bah, justement, j'ai eu, une expérience, assez désagréable, avec, donc un éditeur, qui n à mon sens, ne maîtrisait pas trop la langue française écrite et donc j'ai passé mon temps quand même à justifier mes choix et j'ai dû lui expliquer qu'il y avait des règles, très très strictes en français quand même
par exemple, que ça ne sonne pas bien pour un lecteur français, des adjectifs qui sont composés de plusieurs syllabes, de le mettre devant le nom auquel il se rapporte. La ponctuation aussi, elle est assez compliquée, je trouve, en français, alors qu'en italien, c'est beaucoup plus libre. Ou parfois, le sujet principal est tout en bas du paragraphe. Et donc voilà. Ou bien la personne qui ne comprend pas que, alors les éditeurs, ils ont aussi un rapport au langage. Alors la traduction pour moi, c'est d'abord toi, en tant que traductrice, tu dois t'émanciper de ton rapport à la langue française. Mmh. Tu dois imaginer aussi un peu le lecteur, te mettre à la place du lecteur ou d'un lectorat. Et puis, de l'autre côté, et ça on n'en parle presque jamais, c'est le fantasme que l'éditeur se fait d'abord de la langue française et aussi de son propre lectorat. C'est Mmh. souvent des petites maisons d'édition qui ont une espèce de fantasme de leurs lecteurs en disant mais oui, ils comprendront. Je dis oui, mais ils comprendront, mais là, ça devient un peu trop alambiqué. Ou bien, voilà, il y a des éditeurs parfois qui ne connaissent pas la culture sicilienne, donc tout ce qui est le folklore paysan, et qui vont, par exemple, donc dans le folklore, souvent, les paysans siciliens avaient ils avaient très faim. Mmh. Et donc il y a tous des mythes sur comment les paysans pouvaient devenir riches à travers des objets magiques et à travers des esprits. Et donc nous, on a, par exemple, en France ou en Belgique, l'idée, des farfadets, des petites fées, et c'est un univers qui n'existe pas en Sicile. Les farfadets n'existent pas. On a souvent plutôt des esprits qui viennent de la tradition, arabe, les genoun, les djinns. Donc par exemple, pour te donner un exemple précis, je me suis battue pour le mot farfadet, je ne voulais pas que ce mot apparaisse dans le livre, et j'ai dit: «Bah là, on va mettre, des djinns», Mmh. et en même temps ça fait référence, au poème de Victor Hugo. Beh, oui. Mais ce sont des batailles lexicales. Alors parfois je cède sur des batailles lexicales, bon, il faut céder parfois, hein, et là j'ai par exemple, par contre je ne voulais pas, être, dépossédée du texte parce que sinon je ne pourrais pas le défendre. Je Mmh. ne pou je ce n'est plus mon texte. Donc voilà, ça c'était vraiment un gros problème que j'ai eu avec un éditeur. Et est-ce que c'est arrivé jusqu'à l'extrême que tu refuses Ah de ben signer la voilà, traduction de avec ton nom? Et oui, moi oui, ça moi ça m'est c'est arrivé ce une qui m'est fois. Ouais. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé, à la veille, donc cet éditeur m'envoyait, jusqu'à donc le lendemain, le texte devait partir à l'imprimerie, et à 10 heures du soir, je recevais encore, des des choses à relire que j'avais déjà faites, et puis je lui ai dit: «Voilà, je vais signer, ce livre sous pseudonyme». Bon voilà, ça a un peu crié au téléphone, mais 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 voilà, je voulais, quand même récupérer quelque chose, donc j'ai négocié la ponctuation, en échange, du lexique. Donc tu as cédé sur, Farfadet et Jean. Alors après, par après, cet éditeur, je ne sais pas comment ça se fait, bah, il a dit: «C'est vrai, tu as raison, mais tu connais un peu trop la culture sicilienne, ça peut t'entraver». Donc finalement, c'était pas bon, ouais, voilà, Mmh. Il valait mieux quelqu'un qui ait moins d'état d'âme, et ouais. qui donc, lisse tout ça pour en faire un texte français. Alors quel rapport est-ce que tu as avec la traduction? Est-ce que c'est un peu une fausse question, hein, un travail, une passion ou une obsession? Alors, d'abord, en fait, heu, je me rends compte que je vais bien quand je traduis. C'est-à-dire que l'exercice, enfin le travail de traduction me ça borde bien mes névroses. Donc quand j'ai une traduction à faire, je suis comme amoureuse. C'est-à-dire que je suis heureuse de me lever le matin, et c'est comme si je rentrais dans les ordres monastiques. J'ai tout mon programme, c'est-à-dire que je peux m'asseoir le matin, puis m'habiller et aller chercher quelque chose à manger et retourner, et je n'ai pas le besoin de voir des gens. Je me suis rendu compte de ça. Heu, Quand je n'ai pas de traduction, ou quand je n'ai pas une demande extérieure,
Heu, Là, je me rends compte que je suis beaucoup plus irritée, la vie est moins belle, ça n'a pas de sens la vie, donc j'ai vraiment compris avec le temps que la traduction avait, calmé mes névroses, tout simplement, et j'ai beaucoup de plaisir après, donc forcément c'est un cercle vertueux puisque c'est de la traduction. Je me sens bien en fait quand j'ai une traduction à faire, quand j'ai un contrat. Bon, alors qu'est-ce que tu penses du cliché, le traducteur est un écrivain frustré, raté, et cetera? Ah bah, moi je non, non parce que enfin, non, je dirais que, il y a des traducteurs qui veulent que traduire, puis il y a des gens qui ont un rapport à l'écriture et qui se disent, «Moi je n'ai pas assez d'imagination pour agencer un univers cohérent, et plausible, et donc je traduis, ça me suffit», et en ce qui me concerne, moi j'ai toujours eu des velléités d'écriture, et là j'ai déjà écrit en fait. J'ai écrit un article, intime, d'ailleurs je t'avais envoyé le lien, intime et sociologique, et je me suis rendu compte, grâce à cet article, que j'aimais écrire, et en fait, j'ai des choses, encore à écrire, et j'ai une résidence d'écriture, pendant 15 jours. Voilà, et là, je vais écrire, sur, un sujet qui me taraude depuis 2 3 ans. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on je te je rediscute avec toi pour te demander si une vraie pratique intense de l'écriture a changé ta façon de traduire. Non, moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Moi, c'est la psychanalyse, en fait, qui influence mon écriture. Donc j'ai fait, 12 ans de psychanalyse, et je me rends compte, alors c'était une psychanalyse lacanienne, donc il fallait être concis puisque, la séance, s'arrête, est suspendue, la césure, on appelle ça. La césure se fait en fonction de ce qui a été formulé, par l'analysant, et j'avais un psychanalyste lacanien, et qui parfois me faisait faire des séances de 20 secondes, et donc je me suis rendu compte que, il fallait que, je dise des choses, que je puisse formuler les choses de façon précise et évocatrice. Voilà. Et parfois l'analyse, ce qui est intéressant, c'est que tu ne contrôles rien du tout. L'inconscient parle, et là, il y a autre chose qui se passe. Bon, C'est plutôt la psychanalyse qui m'a influencée dans ce que j'écris. et puis après, c'est la traduction qui a pris le relais de ton Mais analyste, si je comprends bien. exactement, tout à fait, c'est vraiment ça. En effet, je voulais soit de me diriger vers la psychanalyse, soit vers la traduction, et donc mon psychanalyste m'a dit: «Mais pourquoi pas la psychanalyse?» J'ai dit: «Attendez, je vais attendre de voir si c'est pas du chiquet, en fait, si j'ai pas envie d'être psychanalyste parce que j'ai un transfert massif vis-à-vis de vous», et donc j'ai travaillé ça, et je me suis rendu compte que c'est la traduction qui me plaît beaucoup. Mmh, Mais la traduction en elle-même ne m'a jamais influencée parce que, on est comme des caméléons. Donc mmh. et moi je me rends compte que quand je traduis un bouquin, pendant un mois, j'ai le style de l'auteur que j'ai traduit, et après il me faut du temps pour, faire dégorger, ce style, et de me retrouver. De reprendre le tien, ouais, ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tu arrives à une espèce, alors tu dis caméléon, mais après, et puis ou moi j'emploie le mot mimétisme. Est-ce que tu te mets à écouter les morceaux de musique, dont il est fait dont il est fait mention dans le bouquin? Est-ce que tu te mets à manger les mêmes trucs que ce que mangent les personnages, ou tu gardes encore un petit peu de raison? Non, non, par contre, là j'ai traduit, donc une autrice de Bologne qui s'appelle Grazia Verasani, et elle est musicienne, mais il y a tout le temps des références musicales, des années, de musique italienne des années, 80, 90, et j'ai du plaisir à réécouter les chansons que j'écoutais quand j'étais petite, avec mes parents. Ah oui, c'est sympa, sympa. Est-ce qu'il y a des choses que tu as refusé de traduire, ou que tu sais que tu refuserais de traduire, et si oui, pourquoi? Quoi et pourquoi? Bah, alors je n'ai pas encore, le panache de pouvoir, refuser des traductions.
on n'est jamais venu vers moi vraiment. Hem, non, en fait, le dernier roman que j'ai traduit, c'est l'éditrice qui m'a contactée parce qu'elle a lu mon article sur la langue retrouvée et elle a aimé cet article et elle a aimé la façon dont j'abordais, toute une réflexion sur le rapport à la langue, à la honte linguistique et tout ça. Donc elle a vu que elle m'a dit: «Je vois que tu réfléchis et j'aimerais bien travailler avec toi». Mais est-ce qu'il y a des choses que je ne traduirais pas? Bah, je pense qu'au niveau éthique, je ne traduirais pas, des politiciens qui ne correspondent pas, par exemple, qui tout d'un coup se disent: «Je vais écrire un bouquin». Heu, je ne traduirais pas des auteurs, qui sont, à mon avis, critiquables au niveau, éthique. D'accord. Donc toi, c'est la question de l'éthique. Mmh. C'est pas des questions morales, c'est des questions éthiques. Tu vois la Oui, différence que ouais, je fais? éthique pour moi, ouais, c'est éthique pour moi. D'accord, C'est-à-dire que que j'estime que si j'ai un désir qui est précis, je peux le défendre. Par contre, si je vois que l'auteur soit un discours qui ne correspond pas, à mes orientations, idéologiques et philosophiques, heu, j'ai pas envie de longer les murs, quoi. Enfin, j'imagine que je n'aurais pas envie de longer les murs et je ne pourrais pas traduire. Si on me dit, il y a un mafieux, qui a écrit ses mémoires, en prison, puisque voilà, je de Sicile, heu, bon, d'abord, je serais très curieuse, donc je lirais, j'imagine, je lirais, son texte, mais après je vais voir, je vais essayer de vérifier, s'il fait l'éloge de la mafia, c'est hors de question. S'il a un discours, folklorique et nostalgique de la mafia, c'est hors de question. Je ne veux pas, propager une idée, qui me semble, heu, dangereuse, quoi. ouais, je comprends très bien. Alors ça, c'est une chose dont on a discuté, on a eu l'occasion de discuter à Nanterre, mais on peut y revenir. Est-ce que tu penses qu'on peut tout traduire? Tu te souviens, on avait eu un débat autour de, je crois que c'était avec par l'intermédiaire de Laura Alcoba qui avait traduit, je crois, le récit euh, de la transition d'une femme trans, hein, je Oui. crois que c'est ça, ou peut-être que je réécris complètement l'histoire, hein, donc peu importe. Et on s'était interrogé sur est-ce qu'on peut tout traduire ou est-ce que quand on va traduire ça, il faudrait avoir un traducteur trans? Est-ce que quand on va traduire un texte d'un auteur noir, il faudrait que ce soit un traducteur noir? Voilà, Alors, qu'est-ce que tu en penses? j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce qu'en sortant de cette question-là, de ce débat, pour lequel je trouvais que je n'avais pas les bons arguments. En fait, en tout cas, j'étais prise, de court comme ça. En fait, je me suis dit: «Bon, on n'a pas besoin, de traduire un livre sur un chien, parce qu'on n'a pas de chien ou bien parce qu'on n'a jamais vécu la vie d'un chien». Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est je pense qu'il faut que l'éditeur, se prenne, prenne un peu du mal pour chercher des traducteurs qui ont un terreau commun ou quelque chose de commun avec le texte qu'ils aimeraient bien, faire traduire en langue française. Et après, je ne dis pas que la traduction va être bonne, mais en tout cas, je pense que cette première démarche, elle est nécessaire. Et à la limite, qu'il y ait des épreuves, des épreuves anonymes, vraiment, que les différents essais, soient anonymes et qu'il faut choisir tout simplement, heu, donc le texte qui paraît le mieux traduit et mais il faut que cette première étape soit pour moi, qu'elle soit faite, quoi. Parce que sinon, on est, dans un système, fermé éditorial consanguin. Tu vas traduire ça? Oui, pourquoi pas, et donc là, on est dans la réappropriation, culturelle et je trouve ça, vraiment, alarmant et profondément injuste. Mais Mm. c'est vraiment l'étape, c'est pas, la question du vécu, c'est vraiment
le processus de comment on sélectionne les traducteurs. Et il faut donner quand même euh, la chance aux premières personnes concernées de faire des épreuves de traduction. Ouais, la question, c'est de savoir s'il y a tant d'éditeurs que ça qui se préoccupent véritablement de l'identité. Et là, je dis bien identité du traducteur. Mhm. Pour eux, enfin, soit c'est un nom parce que c'est quelqu'un qui capitalise, enfin, on sait qu'il fait des bonnes traductions, donc on se dit que c'est porteur pour la vente du livre, soit c'est le traducteur, il est à peu près interchangeable. Ben, je veux dire, après, oui, voilà, je crois que c'est une question de rapidité, d'efficacité. Je travaille bien avec cette personne. Enfin, il traduit bien, il a bien traduit, je sais pas moi, Calvino, et puis il pourrait bien traduire l'histoire de la vie d'un homosexuel. Mais, mais pour changer certaines habitudes, il faut, euh, il faut du temps. Mm. Imaginez un monde un peu plus juste, un milieu un peu plus juste, ben, les changements, ça demande du temps Ouais. Donc et une toi, pour éthique. toi, c'est pas la discrimination positive, il faut forcément un traducteur noir pour un auteur noir, mais au moins se préoccuper de savoir qu'il y a des particularités du texte qui nécessitent qu'on choisisse le traducteur un peu différemment. Oui, C'est et ça il ta faut position. ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu, je ne crois pas d'après ce que tu as décrit, mais est-ce que tu as eu à faire des retraductions? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait et qu'est-ce que tu aimerais retraduire? Heu, alors, je n'ai pas eu, j'aimerais bien, alors c'est une idée, mais je n'ai pas vraiment plongé, dans le texte, mais je pense que j'aimerais retraduire, Le Bel Antonio de je ne sais pas si tu connais Le Bel Antonio? Il y a eu un film avec, Mastroianni et Claudia Cardinal. Heu, Le Bel Antonio, il a été écrit par Brancati et Vitaliano Brancati, qui est un auteur sicilien. Et j'aimerais bien retraduire ce texte. Alors, pourquoi? Parce que tu penses que la traduction est datée, pas bonne? Elle est datée, elle est très française. Bon, alors ça, c'était qu'est-ce que tu rêverais de retraduire? Et la question suivante, c'est qu'est-ce que tu rêverais de traduire tout court? Qui n'a pas été traduit, tu te dis, mais c'est incroyable, ce truc n'a pas été traduit alors que ça devrait l'être. Alors, je n'ai pas trouvé la perle. Donc je suis très difficile, mais je n'ai pas encore trouvé la perle. Je me dis: «Mais il faut absolument que je traduise ce roman, sinon je me serais battue». Là, par exemple, je suis en train de travailler là, j'ai pris le bouquin avec moi, comme ça je te le montre. Bah, il est en dessous de mon ordinateur. Hem, alors je désire ardemment traduire ce livre qui s'appelle, «Je m'empare du monde où qu'il soit» de Laetitia Battaglia. Et Laetitia Battaglia, c'est une photographe, de Palerme qui a, par exemple, hem, heu, photographié, donc c'était une photoreporter, elle a photographié, donc les crimes de la mafia. Et enfin, elle a une vie extraordinaire parce qu'elle a commencé elle est née à 39 ans, Laetitia Battaglia, elle s'est séparée de son mari et elle était tu vois, je sais pas si tu connais? Non, mais je vois bien la photo là. Ouais. Et donc elle a décidé de se séparer de ce mari. Elle venait d'un milieu bourgeois et elle était dans la dèche et elle est rentrée donc à la rédaction, de l'Ora, c'est un journal de gauche, sicilien. Et elle avait de la chance parce que c'était les grandes vacances et tous les mecs étaient partis, tous les journalistes étaient partis en vacances. Ils disent: «Bah oui, c'est très bien, il y a eu un meurtre, au bout de la rue, vous pouvez commencer à faire des photos». Et elle est rentrée dans le monde photographique, de la photographie de presse à 39 ans. Avec Incroyable. tout le milieu misogyne, ça et ça, je veux que ça se fasse. Et alors quoi, c'est une autobiographie? C'est Alors c'est un livre qui est écrit, à 4 mains. Donc Laetitia Battaglia, elle est morte le 13 avril, ce 13 avril à 87 ans. Et c'est Sabrina, Pisou Sabrina Pisou mettait par écrit et Laetitia Battaglia raconte. d'accord. Et la deuxième partie du livre, c'est vraiment une réflexion autour de l'évolution de la photo, dans le monde journalistique et l'histoire,
des personnes, des justes, on appelle ça les justes, ceux qui se sont battus contre la mafia, mais qui ont été oubliés par l'histoire. D'accord. Ah oui, oui, Ça, c'est la partie PVC. ouais, ça mériterait que tu trouves un éditeur, en effet. Ouais. Alors pour finir, est-ce que tu peux nous dire quels sont les conseils que tu donnerais à de jeunes traducteurs ou des gens qui ont envie de se À, lancer? à quel niveau? Ouais, ouais, je ne sais pas, une petite étudiante ou un étudiant, petit étudiant vient te trouver et te dit, voilà, j'aimerais faire ce métier, quels conseils vous me donneriez? Tout d'abord, c'est d'avoir un autre métier sur le côté. Parce que enfin, en tout cas, je connais très rare, je ne connais pas moi de traducteurs qui ne vivent que de traduction. Et bah, c'est d'abord commencer par les textes qui les portent, qu'ils aiment, et qu'ils doivent être prêts à pouvoir défendre leurs textes français auprès d'un éditeur et de connaître vraiment le monde éditorial, de voir qui a bougé. C'est vraiment d'avoir toute une vision bien concrète du monde éditorial. S'ils n'ont pas cette vision-là, ils ne comprennent pas les mécanismes, euh, ils vont mettre beaucoup plus de temps et ils vont laisser tomber. C'est vraiment avoir une vision matérielle des choses. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et Et après, dans un second temps, il y a l'amour du texte, l'amour de la traduction. bah alors, parce qu'il y a une étape difficile, parce qu'au début, quand tu démarres, forcément, tu es débutant, tu n'as pas le geste bien, même si tu as des qualités ou une petite intuition, etc., tu traduis moyennement. Enfin, je veux Oui, dire, il oui. faut quand même quelques années pour faire quelqu'un qui a une plume fluide, Mhm. qui est capable d'avoir le recul qu'on a fait de je dois, le mimétisme, etc. Donc, comment faire? Parce que nous, le problème, c'est que quand tu traduis, et si c'est pour aller trouver un éditeur, lui, il se dit, il ne va pas te donner ta chance en te disant, bah voilà, il est débutant, c'est pas grave, je vais réécrire le texte à sa place. Lui, il veut un produit fini. Donc, comment se fait le moment de l'apprentissage si tu ne peux pas publier, mais en même temps, tu n'es pas publiable? Bah, disons que enfin, moi, j'ai cette faculté, je pense, c'est de m'entourer de personnes bienveillantes. Donc, euh, Christophe Mileski a été une personne vraiment bienveillante à mon égard. Donc, c'est-à-dire, j'ai un texte que j'aime, je n'ai jamais traduit, je vais trouver quelqu'un qui a la gentillesse de quelqu'un qui est enfin, important, entre guillemets, dans le milieu, et qui est la gentillesse de me dire si je peux continuer à traduire ou pas. Donc, il y a eu Serge Quadrupani qui a eu ce rôle pour moi, et Christophe Mileski. Et, bon, alors c'est pas bonjour monsieur, j'aimerais s'il vous plaît que vous relisiez mon texte pour voir si je suis bonne en traduction. C'est de dire voilà, le conseil que je peux donner à des étudiants, c'est d'abord de savoir à qui ils adressent cette demande et de s'intéresser à ce que l'éventuel relecteur a écrit, a fait. Il faut quand même trouver des lieux communs. Moi, avec Christophe Mileski, c'était les idiomes minorés, donc je voyais que c'était sa spécialité. Et si cette personne l'accepte, c'est fantastique. Mm. Voilà. Ah oui. Et vraiment, et si on est un peu obsessionnel, de dire voilà, j'aimerais bien vous payer pour une lecture. Ça aussi, la question en fait de l'argent, de dire voilà, j'aimerais bien que vous me fassiez cette lecture en échange de votre prix. Ça vient aussi professionnaliser la chose déjà en amont. La question Ouais. de l'argent, elle est importante, mine de rien. Mais oui, oui, bien Elle sûr, vient, c'est du temps, hein. elle vient dépassionner en fait la demande de la petite étudiante ou du petit étudiant. Mm. Parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Eugenia. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux te souhaiter de mieux que bonne traduction? Merci. Et toi aussi, bon travail et bonne traduction. Merci beaucoup.